L'historien français Éric Thierry, qui est un grand spécialiste de la Nouvelle-France, publie cette année au Septentrion une biographie du fondateur de Québec. La biographie s'intitule, je vais vous le montrer ici, Samuel de Champlain aux origines de l'Amérique française. C'est absolument passionnant, c'est tout à fait accessible aux profanes ou aux gens qui ne sont pas des historiens. On va rejoindre Éric Thierry en France. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour. Votre journée est bien avancée déjà, vous, non? Ah oui, on est en début d'après-midi. Oui, voilà. Monsieur Thierry, d'abord, j'ai trouvé votre livre absolument fascinant. Ça se lit presque comme un roman. Elles sont rares, les biographies de Samuel de Champlain. Hein? On n'en remplirait pas un rayon dans une bibliothèque. Ah, bah, si, quand même. Ah, il y en a quand même depuis le début du 19e siècle, il y en a à peu près une vingtaine, quand même, qui ont été écrites, que ce soit au Canada, en France ou même aux États-Unis. Bon. Vous dites en introduction de votre livre que Champlain reste, malgré toutes ces biographies-là, un personnage qui est assez mal connu. L'héritage de Champlain est souvent instrumentalisé, en tout cas ici en Amérique. Il l'est parfois par des gens qui dénoncent la colonisation. Il l'est aussi par des gens qui, à l'opposé, veulent célébrer le legs français ici en Amérique à travers sa figure. En lisant l'introduction notamment à votre livre, j'ai un peu l'impression que vous vouliez injecter un peu d'équilibre là-dedans. Vous posez en arbitre d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Mais surtout ce que j'ai voulu faire, c'est bien montrer que Samuel de Champlain a été un homme de son temps. Et donc j'ai voulu le replacer dans son époque, donc dans la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. C'est une époque très mouvementée en France, c'est l'époque des guerres de religion. Et Champlain a grandi dans cette ambiance-là. Qui l'a profondément marqué. Est-ce que vous dites, je voulais le replacer dans son époque, est-ce que c'est exagéré de dire de lui que c'était un homme de la Renaissance? Parce qu'il avait tous les talents, Champlain, hein? C'était un couteau suisse. La Renaissance, c'est plutôt, c'est plutôt au début du XVIe siècle. Là, on est à l'époque de la Réforme catholique. On est dans l'époque des guerres de religion. Mais il était, puis vous le décrivez bien, il avait tous les talents. Il était cartographe, il dessinait, c'était un diplomate aussi. C'était également un homme d'armes, un homme de guerre. Il a pris les armes avec les alliés autochtones des Français pour aller se battre contre les Iroquois. Oui, mais toujours à contre-cœur. Ah oui. Il aimait pas beaucoup ça. Hein. Il est allé se battre avec ses alliés autochtones, contraint et forcé. C'était plutôt un observateur. C'est quelqu'un qui a été formé dans le service des logis de l'armée du roi Henri IV, et c'est quelqu'un, en fait, ce service des logis a été transformé en service de renseignement par le roi Henri IV. Et donc, en fait, Champlain, c'était un espion. Il a été formé pour espionner, c'est-à-dire pour observer. Et c'est ce qu'il préférait faire plutôt que de faire la guerre. Ouais, il s'est quand même pris des flèches dans les genoux. Il a été blessé, bousillé une oreille. Ouais. Et donc c'est pour ça. Bon, après il a été gravement blessé en 1615 en combattant les Iroquois dans le nord de l'actuel État de New York. Et après il a plus participé à des expéditions guerrières parce qu'il avait été assez traumatisé par ça. Oui, et un de ses objectifs, c'était de réconcilier justement les Iroquois puis les nations autochtones qui étaient alliées des Français, les Hurons, les Montagnais, tout ça, non? Oui, tout à fait. Et Champlain rêvait de conclure une grande paix avec toutes les nations autochtones de l'Amérique du Nord-Est, aussi pour favoriser la traite des fourrures que les Français faisaient. Mais c'est vrai, il a rêvé d'une paix générale pendant toute sa vie. Et il a failli réussir. Il est passé bien près de réussir. Oui, en 1624, il a réussi à conclure une paix entre ses alliés et les Iroquois, mais bon, malheureusement, elle n'a pas duré très très longtemps. C'était quoi le moteur de son action ici en Nouvelle-France? C'était la traite des fourrures à des fins mercantiles? Est-ce que c'était le grand rêve de trouver un passage vers la Chine? Qu'est-ce qui motivait cet homme-là qui est ici en Nouvelle-France?
Alors, le rêve de trouver le chemin de la Chine, ça c'est vrai, ça c'est un rêve qui l'a occupé pendant toute sa vie. Mais ça, c'était aussi le rêve de tous les explorateurs français en Amérique du Nord, depuis le début du XVIe siècle jusqu'encore au XVIIIe siècle. Alors, ce qui le motivait, c'était pas l'appât du gain, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait fortune à l'occasion de ses séjours et de son exploration de l'Amérique du Nord. Mais ce qui le motive, c'est aussi le service du roi. Il faut pas l'oublier, parce que c'est quelqu'un qui est envoyé en mission par le roi, et servir le roi, c'est quelque chose de très important pour lui. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'il a des préoccupations religieuses, parce que Champlain, c'est un acteur de la réforme catholique, et donc l'évangélisation des autochtones, c'est aussi une de ses préoccupations. Quand on lit votre livre, une des choses les plus impressionnantes, c'est la rudesse de la vie à laquelle Champlain s'astreignait quand il venait. C'est pas juste lui d'ailleurs, c'est ses camarades français. Il rencontrait des autochtones qui, eux, étaient habitués à ces difficultés-là, qui ne connaissaient que ça. L'hiver, notamment, était impitoyable avec les Français des premières années de la colonie. Il en mourait à pleine pochetée. Parlez-nous, Monsieur Thierry, des obstacles, justement, que devaient affronter les Français qui venaient ici, qui venaient ici. Alors, l'hiver, c'est le plus gros problème. Il faut pas oublier, par exemple, pendant le premier hiver à Québec, l'hiver 1608-1609, il y a 28 colons dans l'habitation de Québec. Il y en a 20 qui vont mourir. Alors, ils vont mourir de la dysenterie et aussi du scorbut. Donc, le gros problème, c'est l'alimentation. Les Français n'ont pas suffisamment de produits frais, et donc très vite, ils souffrent de carences, et en particulier de carences en vitamine C. Et le scorbut apparaît très 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 vite, et le scorbut fait des ravages. Donc il va falloir plusieurs années pour que les Français s'adaptent, et en particulier ils vont bien comprendre que la nécessité de faire du jardinage, de jardiner pendant la belle saison pour avoir des légumes, pour avoir des produits frais, et des produits frais des produits qu'ils pourront consommer pendant l'hiver. Ça, c'est vraiment le gros problème. Plus que le froid, parce qu'on meurt pas de froid. Voilà. On meurt pas de froid en Nouvelle-France. Bon, il y a suffisamment de bois de chauffage, ils arrivent à se chauffer, ils arrivent à se couvrir. Mais le gros problème, c'est l'alimentation. Vous l'expliquez bien au début, avant d'avoir cette espèce d'épiphanie-là sur la nécessité d'avoir des légumes frais. Champlain se questionne sur la viande. Donc, si je me trompe pas, pendant les premiers hivers, les Français comptent sur des salaisons, donc des viandes qui ont été salées. Il en meurt une quantité phénoménale. Vous dites 20 des premiers habitants de l'habitation sur 28 réussissent pas à traverser le premier hiver. Et là, après Champlain se dit, peut-être qu'il faudrait essayer les viandes fraîches, autrement dit. Ce qui n'est pas facile à trouver en plein hiver quand on n'est pas habitué à la chasse puis au territoire. Ouais, bon, ce Champlain accorde une grande importance à la viande. Bon, ça c'était dans les idées de son temps, mais les légumes, et puis il faut aussi, même Champlain, c'était un grand amateur de fruits rouges. Il adorait, par exemple, les framboises, les bleuets. Ça d'ailleurs, ça lui a rendu beaucoup de services, parce que ça lui a permis lui-même de pas souffrir du scorbut. Apparemment, Champlain n'a jamais eu le scorbut. Lui, il a eu de la chance. Ouais. Il a jamais souffert de cette carence. En 2024, subsiste-t-il des angles morts sur la vie de Champlain pour les chercheurs comme vous? Est-ce qu'il y a des aspects de son existence qui restent enveloppés de mystères, sur lesquels on a peu d'informations, peu de documentation? J'ai trouvé pas mal de choses. J'ai trouvé beaucoup de documents inédits. J'ai retrouvé par exemple, un écrit autographe qui date de 1603. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les écrits de Champlain. Ce qui nous manque en particulier, c'est sa correspondance. Parce que pendant ses séjours en Nouvelle-France, il a échangé une correspondance abondante avec beaucoup de personnes en France. Et ça, c'est vrai que des lettres de Champlain, on en a très peu. Il y en a 2 qui ont été envoyées au cardinal de Richelieu. Mais ça, c'est la correspondance de Champlain. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait peut-être amener un jour à retrouver, parce que de temps en temps, on fait quand même des découvertes. On retrouve des choses dans les archives. Et ça, c'est vrai, ça, ce serait quelque chose d'intéressant, et c'est quelque chose qui nous apporterait beaucoup de lumière sur ces activités.
Ceci dit, il a écrit beaucoup de choses, effectivement, au point où aujourd'hui on publie ses œuvres complètes. Vous vous en êtes inspiré évidemment beaucoup. Vous avez étudié son œuvre et puis ça vous a inspiré dans la rédaction de cette biographie-là. C'est fascinant à lire aussi, non, les œuvres de Champlain, parce qu'il raconte, alors notamment les premiers contacts avec les Autochtones, tout ça. Ouais, de son vivant, il a fait paraître 4 livres. Hein. Et à chaque fois, c'est pour relancer son entreprise de colonisation. C'était un petit génie de la publicité, oui. Samuel de Champlain. Et donc, il assurait lui-même la promotion de ses entreprises. Et ça, c'était important pour trouver des investisseurs, des gens prêts à investir dans les différentes compagnies commerciales qui exploitaient le monopole de la traite des fourrures que le roi avait accordé. C'était indispensable. Il fallait financer l'entreprise et ça coûtait très cher. Et c'était une grande préoccupation pour Champlain de trouver à chaque fois de l'argent pour faire ces voyages-là. Voilà, il doit trouver des investisseurs parce que le roi ne paye pas. Le roi ne verse pas d'argent. Hein, et le roi a envoyé Champlain en mission, mais le roi ne finançait jamais les entreprises. Les entreprises étaient financées grâce à un monopole de la traite des fourrures qui était accordé à un vice-roi. Et le vice-roi créait une compagnie commerciale avec des marchands. Dernière question, Monsieur Thierry. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans la figure de Champlain? Alors bon, moi, ce qui me passionne surtout, c'est l'époque durant laquelle il a vécu. Et ce qui me passionne, ce sont les débuts de la Nouvelle-France. C'est une période de contact entre les Français et les autochtones. Les cultures autochtones et puis la culture française se mélangent. Il y en a aucune qui l'emporte sur l'autre. Et finalement, à cette époque-là, tout était encore possible. Et donc, c'est une période d'expérimentation, de découverte mutuelle. Et moi, c'est ça qui m'intéresse surtout dans cette période-là. Et on peut le faire en étudiant Champlain, parce que Champlain nous a laissé beaucoup d'écrits. Bon, on a beaucoup de documentation le concernant. Un livre extraordinaire que je recommande à tous nos auditeurs. Samuel de Champlain, donc aux origines de l'Amérique française. C'est publié évidemment aux éditions Septentrion. Viendrez-vous ou êtes-vous venu récemment présenter votre livre à Québec ici, Monsieur Thierry? Je l'ai présenté, oui, j'ai présenté à Québec et puis à Montréal le mois dernier, au mois d'août. On vous arrête. Et je reviendrai encore au début d'année 2025. Et puis sinon, je le présente aussi en France. Oui. Et je vais le présenter à la fin du mois d'octobre à Brouage, dans la cité où est né Samuel de Champlain. Oui, bien sûr. Bon, Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Une bonne journée. Au revoir.